La vidéo d'aujourd'hui, elle peut se résumer en une question. Comment choisir les meilleurs ETF? Car il existe aujourd'hui des milliers d'ETF différents et le choix n'a rien d'évident, surtout si vous débutez en bourse. Car les ETF sont l'outil idéal pour débuter en bourse. Ils vous permettent de diversifier votre portefeuille, ils sont très simples de gestion et ils sont probablement la meilleure manière d'investir en bourse. Mais ces dernières années, le nombre d'ETF a augmenté de manière exponentielle à l'échelle mondiale. Et chaque jour, de nouveaux ETF de toutes sortes font leur apparition sur les principales places boursières mondiales. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir les 7 critères essentiels pour sélectionner les meilleurs ETF. Les indices boursiers qu'il faut suivre, les frais, l'encours, la qualité du tracking, etc. Avant de commencer cette vidéo, sachez que vous pouvez télécharger une liste des meilleurs ETF sur lesquels investir. Pour la télécharger, c'est facile, le lien est dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail et vous aurez accès à cette liste des meilleurs ETF ainsi que des fichiers bonus gratuits que j'ai rajoutés. Le lien est dans la description de la vidéo. Pour commencer, je vais vous faire un bref rappel de ce que sont les ETF et pourquoi ils sont les instruments les plus efficaces pour investir en bourse. Un ETF, qu'est-ce que c'est? Un ETF, c'est un fonds indiciel coté en bourse. Vous pouvez donc l'acheter ou le vendre instantanément en bourse comme une action. Mais la particularité d'un ETF, c'est qu'il se contente de répliquer un indice boursier. Par exemple, un ETF CAC 40 investit dans les 40 entreprises de l'indice français afin de répliquer fidèlement le cours du CAC 40. Même idée avec un ETF S&P 500 qui investit dans les 500 entreprises de l'indice S&P 500 aux États-Unis. Et c'est pour cela que l'on appelle également les ETF des trackers, car ils traquent un indice. L'objectif d'un ETF est donc de capter la performance des marchés financiers dans leur globalité. Et les ETF s'inscrivent ainsi dans une stratégie de gestion dite passive, qui est la plupart du temps plus performante qu'une gestion dite active. Car pour investir en bourse, vous avez le choix entre deux méthodes, la gestion active et la gestion passive. En gestion active, vous sélectionnez vous-même vos actions. Et c'est globalement l'image qu'ont les gens de la bourse et de l'investissement en actions. Choisir les meilleures valeurs, c'est-à-dire réaliser du stock picking, les acheter et les vendre au meilleur moment, c'est-à-dire faire du market timing. Avec la gestion dite passive, vous investissez dans des ETF qui se contentent de répliquer leur indice de référence. Le S&P 500, le CAC 40, le Japan Topics, etc. Et les investisseurs sont de plus en plus nombreux à investir de façon passive grâce aux ETF plutôt que via du stock picking ou des fonds actifs. Alors pourquoi ? Parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, être actif et multiplier les opérations ne permet pas de gagner davantage qu'en étant passif. Le fait est que l'investissement passif en ETF est plus performant historiquement que l'investissement actif. Donc, le temps passé à sélectionner des titres ou des fonds actifs est contre-productif. Finalement, il vaut mieux être fainéant et investir en ETF plutôt que de choisir soi-même ses actions. C'est ce que l'on appelle le lazy investing. Et quelle est la raison principale qui fait que l'investissement passif est plus performant? La raison est simple, ce sont les frais. Les frais des fonds actifs pèsent lourd à long terme. En moyenne, ils s'élèvent à 2% par an contre 0,25% par an en moyenne pour les frais des ETF. Les fonds actifs sont donc en moyenne 8 fois plus chers que les ETF. La différence est juste énorme et c'est ce qui explique l'excellente performance de l'investissement passif. Et c'est une très bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez pas de compétences particulières à développer pour analyser et sélectionner des titres ou des fonds actifs et pas de temps à perdre à lire des résultats d'entreprise. Il vous suffit d'investir en ETF pour faire mieux à long terme que la majorité des gérants professionnels. C'est également le constat du meilleur investisseur au monde, Warren Buffett, qui avait déclaré que les investisseurs petits et grands devraient s'en tenir aux fonds indiciels à bas coût. Alors, vous allez me dire, très bien, mais quels ETF choisir? Quels sont les critères à prendre en compte afin d'effectuer un choix judicieux? Eh bien, c'est tout l'objet de cette vidéo et je vais donc vous présenter les 7 critères essentiels pour choisir vos ETF.
Tout d'abord, et c'est le premier et principal critère de sélection d'un ETF, c'est l'indice boursier qu'il va répliquer. Donc la première question à laquelle vous devez répondre, c'est sur quel indice voulez-vous investir? Je vais vous citer les principaux indices à connaître. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste des ETF qui reproduisent ces indices en description de cette vidéo. Le premier indice de cette liste est très connu car il s'agit du MSCI World, qui est l'indice le plus généraliste. Il regroupe les 1600 plus grandes entreprises mondiales concentrées sur 23 pays développés. Cet indice est composé de plus de 60% de sociétés américaines, car les entreprises américaines représentent une bonne part de l'économie mondiale. Ensuite, le Japon pèse environ 8% de l'indice, le Royaume-Uni près de 5%, puis la France et la Suisse environ 4% chacun. Enfin, les autres pays développés pèsent environ 15%. Deuxième indice très connu, c'est le S&P 500, qui est l'indice phare de la bourse aux États-Unis. Il est composé des 500 plus grandes entreprises américaines, d'où son nom S&P 500. C'est l'indice le plus représentatif du marché américain. Dans le S&P 500, on retrouve des valeurs célèbres telles que Google, Apple, Facebook, Amazon. Troisième indice très connu, le Nasdaq, qui regroupe plus de 4000 sociétés américaines dans le secteur des nouvelles technologies. C'est un indice généralement plus volatile que les autres, car fortement pondéré en valeurs technologiques et informatiques. Et ces valeurs ont tendance à varier plus fortement à la hausse comme à la baisse. Quatrième indice à suivre, c'est le Russell 2000, qui est l'indice des petites capitalisations américaines. Les 2000 sociétés qui composent l'indice Russell 2000 pèsent en moyenne 2 milliards de dollars. Et cet indice peut être très intéressant pour diversifier son portefeuille d'ETF sur les petites capitalisations par rapport aux autres indices cités. Car ces entreprises ont souvent des performances supérieures aux grosses entreprises, mais avec plus de volatilité. Cinquième indice que vous pouvez suivre, c'est l'indice MSCI Emerging Markets, qui est l'indice des pays émergents. On y retrouve 24 pays, principalement la Chine, la Corée du Sud, la Russie, Taïwan, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Et enfin, sixième indice que vous pouvez suivre, c'est le Stoxx Europe 600. Il regroupe les 600 plus grandes capitalisations européennes. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France pèsent plus de 50% de l'indice, qui compte 18 pays européens. Parmi cette liste, certains vont me dire qu'il n'y a pas le CAC 40. Et c'est vrai, le CAC 40 ne fait pas partie des indices larges sur lesquels investir. Et la raison est simple, le CAC 40 n'est pas un grand indice à l'échelle mondiale. Le CAC 40 regroupe seulement les 40 plus grandes entreprises françaises, ce qui est peu en termes de nombre d'entreprises. Et de plus, il est assez peu diversifié sectoriellement, car le luxe pèse lourd dans l'indice, avec des entreprises comme LVMH, Hermès, L'Oréal et Kering. N'investir que sur le CAC 40, ou du moins que sur des sociétés françaises, c'est une erreur que les Français font régulièrement. Alors, c'est louable de vouloir investir dans son pays, mais il est dommage de n'investir que sur une petite partie du monde. Et cette erreur, c'est ce que l'on appelle un biais domestique. La plupart des investisseurs dans le monde font cette erreur, aux États-Unis également, mais pour eux c'est moins gênant car les entreprises américaines représentent plus de la moitié de la capitalisation boursière mondiale. Et de plus, le marché américain surperforme la France et l'Europe en général depuis des décennies. Si vous n'êtes pas américain, ce qui est le cas de la majeure partie de ceux qui me regardent, c'est une erreur que vous ne devez pas commettre. Voilà, donc utilisez plutôt des indices larges comme ceux que je vous ai cités, le MSCI World, le S&P 500, le Nasdaq, le Russell 2000, le MSCI Emerging Markets et le Stoxx Europe 600, car le plus important en bourse, c'est d'être diversifié. Second critère à vérifier pour le choix d'un ETF, c'est l'enveloppe fiscale dans laquelle vous allez loger votre ETF. Pour rappel, vous avez plusieurs enveloppes fiscales disponibles. Le PEA, le plan d'épargne action, le compte titre ordinaire, l'assurance vie ou encore le plan d'épargne retraite. Le PEA est l'enveloppe fiscale à privilégier pour investir en ETF. En effet, vous paierez moins de frais qu'en assurance vie et la fiscalité est très avantageuse car vos plus-values réalisées seront uniquement soumises aux prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2%. Et les principaux indices sont disponibles sur PEA.
Ceci dit, l'assurance vie, le plan d'épargne retraite et le compte titre peuvent se justifier dans certains cas, par exemple dans une optique de transmission de patrimoine ou pour accéder à certains ETF spécifiques. Troisième critère à vérifier, choisissez des émetteurs d'ETF solides. Je pense notamment à Amundi pour le PEA, qui est un des plus gros émetteurs d'ETF en Europe, dont le métier est justement d'émettre et de gérer des ETF. Vous avez également les géants américains comme iShares et Vanguard qui ont une gamme d'ETF très diversifiée, mais plutôt réservée aux comptes titres ordinaires. Et essayez de sélectionner des ETF qui gèrent beaucoup d'argent, donc qui ont un encours d'au moins 70 millions d'euros sous gestion. Car avoir un bon encours sous gestion assure également une bonne liquidité, c'est-à-dire que vous pourrez acheter et vendre facilement. Si l'ETF n'est pas assez liquide, le risque est d'avoir un prix d'achat qui s'écarte trop du prix de vente. Cet écart s'appelle le spread et on cherche à le réduire au maximum grâce à une bonne liquidité. Quatrième critère très important à vérifier dans le choix de vos ETF, c'est de savoir si vous achetez un ETF capitalisant ou un ETF distribuant. Autrement dit, de savoir quelle est la façon dont les dividendes vous sont redistribués. Et en la matière, vous avez deux types d'ETF. Les ETF capitalisants, c'est-à-dire que pour ces ETF, les dividendes sont automatiquement réinvestis dans l'ETF. Et donc, les dividendes vont faire grossir votre capital et vous bénéficiez à plein des intérêts composés. C'est ce type d'ETF qu'il faut privilégier, surtout si vous investissez sur un compte titre ordinaire afin d'éviter d'être taxé sur vos plus-values. Et de l'autre côté, vous avez les ETF distribuants, c'est-à-dire que les dividendes vous sont directement versés sur votre compte espèce. Vous pourrez donc en faire ce que vous voulez, et c'est intéressant si vous voulez réinvestir ailleurs ou pour dégager une rente. Quoi qu'il arrive, que ce soit un ETF capitalisant ou un ETF distribuant, les dividendes vous sont versés, mais c'est la façon dont ils vous sont versés qui change. Concernant les dividendes, ce que vous devez savoir, c'est que souvent les médias vous parlent des indices, mais sans mentionner les dividendes. Par exemple, si le S&P 500 progresse de 7% sur un an, on pourrait croire que l'on n'a gagné que 7%. Mais c'est sans compter sur les dividendes qui vous ont été versés. Dans le cas du S&P 500, par exemple, vous pouvez ajouter environ 2% de dividendes annuels. Donc, si le S&P 500 a progressé de 7% selon les médias, bien souvent, vous pouvez ajouter plus 2% pour connaître la progression réelle du S&P 500 par exemple. Cinquième critère très important à prendre en compte, ce sont les frais de gestion. Par exemple, avec les ETF, ils sont environ de 0,25% par an en moyenne, car il faut rémunérer les émetteurs d'ETF. Mais ce qui est très intéressant avec les frais des ETF, c'est qu'ils sont beaucoup moins élevés que leurs homologues des fonds actifs, qui prélèvent 2% par an de frais en moyenne, soit 8 fois plus que les ETF. Pour les ETF, les frais s'échelonnent généralement de 0,1% à 0,6%. Notez que les frais sont directement prélevés sur la performance de l'ETF, c'est-à-dire que les performances sont toujours annoncées nettes de frais de gestion. Sixième critère à prendre en compte, c'est la couverture contre le risque de change. Vous avez certains ETF qui vous permettent de vous couvrir contre ce risque, moyennant évidemment une petite hausse des frais de gestion. C'est ce que l'on appelle un ETF hedgé. En effet, un ETF S&P 500 composé d'actions cotées en dollars est sensible à l'évolution du cours euro-dollar. Alors, vous aurez peut-être envie de vous couvrir contre ce risque de change. Ainsi, vous payez un peu plus de frais de gestion sur un ETF hedgé, mais vous neutralisez le risque de change. À noter que ce genre d'ETF est assez rarement présent sur PEA et n'est disponible que sur compte titre ordinaire ou certaines assurances vie. Septième et dernier critère à prendre en compte, c'est le type de réplication de l'ETF. Ce n'est pas un critère essentiel comme les frais par exemple, mais il est intéressant de connaître cette distinction. Il existe dans le monde des ETF deux types de réplication. La réplication physique d'une part, c'est la réplication classique. L'ETF possède des sociétés exactement dans les mêmes proportions que l'indice suivi. Par exemple, LVMH pèse 15% du CAC 40, donc LVMH va peser 15% de l'ETF CAC 40. Et vous avez la réplication synthétique d'autre part. Dans ce cas, l'ETF va acheter des entreprises
puis va échanger auprès d'un autre acteur financier la performance de ce portefeuille avec la performance de l'indice qu'il veut suivre, via ce que l'on appelle un swap. Donc, il y a un échange de performance qui s'effectue. Quelle réplication doit-on préférer ? Certains préfèrent la réplication physique, qui paraît plus concrète. En vérité, c'est loin d'être un enjeu majeur. Les ETF à réplication synthétique ont l'avantage de nous permettre d'investir via un plan d'épargne action sur des ETF qui suivent des indices non européens. Donc, ils nous offrent ce luxe de pouvoir diversifier géographiquement notre PEA hors d'Europe. C'est vraiment un avantage énorme. Comme on a vu, il y a plusieurs critères à respecter pour choisir ces ETF qui sont un des meilleurs moyens d'investir en bourse à long terme. La question que vous vous posez sûrement, c'est comment investir concrètement en ETF ? Vous avez plusieurs enveloppes fiscales qui vous permettent d'investir en bourse via des ETF. Et je vais en retenir essentiellement deux, le plan d'épargne action et le compte titre ordinaire. La première, le PEA, c'est l'enveloppe fiscale à privilégier car elle vous permet de bénéficier d'un avantage fiscal très important. Le PEA permet d'acquérir des actions d'entreprises européennes tout en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur le revenu. Vous le voyez avec le schéma qui s'affiche à l'écran, c'est la durée de détention de votre PEA qui va vous permettre de bénéficier d'un avantage fiscal. Pour faire simple, au bout de 5 ans de détention, vous ne payez plus d'impôt sur vos plus-values, mais seulement sur les 17,2% de prélèvements sociaux. Si vous n'avez pas encore de PEA, je vous conseille de l'ouvrir en ligne chez Boursorama, c'est ce que j'ai fait à titre personnel. Vous pouvez bénéficier d'une prime de parrainage en utilisant mon code de parrainage que vous trouverez dans la description ci-dessous. Et cela permet au passage de soutenir ma chaîne. Deuxième façon d'investir en bourse via les ETF, c'est par un compte titre ordinaire. Le compte titre ordinaire, c'est une enveloppe de placement universel qui permet d'acheter une très grande variété de titres boursiers sans aucune restriction, mais sans l'avantage fiscal du PEA. Et pour acheter certains titres financiers, vous ne pouvez le faire que via un compte titre ordinaire. Si vous n'avez pas de compte titre ordinaire et que vous souhaitez en ouvrir un, je vous conseille d'utiliser Trade Republic que j'utilise à titre personnel. Vous avez un lien dans la description qui vous fera également bénéficier d'un bonus de bienvenue. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, cela m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà des ETF dans votre portefeuille. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. À très bientôt.